Il est 19h30, l'heure du 7 Info. L'équipe du dimanche est bien en place. Vous êtes de plus en plus nombreux à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Salitas FC a réussi quelque chose d'historique hier au stade du Katoute de Ouagadougou, 0-0 face à Al Nafri d'Égypte. Le club burkinabé se qualifie ainsi pour le prochain tour des préliminaires de la Coupe CAF, la Confédération africaine de football. Au match aller, Salitas FC a gagné à l'extérieur par 2-0. John William Sonda, notre journaliste sportif maison, est sur ce plateau. Bonsoir William. Bonsoir Robin. Alors là, on l'a vu, hein, il y a quelque chose quand même d'historique dans cette confrontation Égypte-Burkina pour ce match-là entre les deux équipes quand même. Oui, je pense que pas une seule chose, plusieurs choses d'historique. La première, c'est que Salitas n'existe seulement que depuis 5 ans, ne compétit que depuis 4 ans et est déjà autour du décadrage de la Confédération africaine. Je pense que sur la scène africaine, c'est un record, c'est historique. La deuxième chose, c'est que Salitas est allé gagner à Port Saïd en Égypte 2-0. C'est la première fois, la toute première fois qu'un club burkinabé gagne face à une équipe du Nord en déplacement. Il y a eu des victoires à Ouaga. Le Kadiogo l'avait fait face aux Amalek, ça c'était à Ouagadougou. L'Asfa l'avait fait face à l'AS Marsa de Tunisie, ça c'était à Ouaga. L'Étoile face à Sousse, la SFB face à Al Ittihad, mais jamais un club burkinabé n'a gagné un match de Coupe d'Afrique au Nord. C'est une première, c'est également une première pour ce jeune club, très jeune club créé il y a seulement 5 ans. À peine deux années en D1. La première année en D1, Salitas termine avec la Coupe du Faso dans la Besace. Et voilà, Salitas qui est qualifié pour le tour de recadrage de la Coupe de la Confédération. C'est seulement la deuxième fois qu'une équipe burkinabé atteint un tel stade de la compétition en passant directement par la Coupe de la Confédération. La première, c'était il y a plus de 10 ans, c'était en 2007, avec l'étoile filante de Ouagadougou qui était tombé face aux Zimbabwéens de Moana Africa. L'autre qu'on peut recaler, c'est le RCK en 2007 qui avait été reversé des préliminaires de la Ligue des Champions pour ce tour de recadrage, mais directement à la phase de la Confédération. C'est la toute première fois depuis 2007 qu'une équipe burkinabé atteint ce stade. Une équipe burkinabé atteint ce stade, Salitas FC donc, qui surprend vraiment. Qu'est-ce qui fait la force de cette jeune équipe? Je pense que la force de cette jeune équipe, il faut relativiser. L'équipe, elle est jeune, mais les joueurs, ce n'est pas des jeunes. Ça fait un. C'est des joueurs expérimentés, sans doute parmi les plus expérimentés que le championnat national compte. Certains ont connu l'équipe A, exemple le gardien Daouda Diakité. À une certaine majorité, ils ont tous disputé au moins une phase finale du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. La bande Ato-Élysée, c'était en Afrique du Sud. Et les autres, c'était au Maroc en 2018. C'est une équipe donc qui, à mon avis, est pétrie d'expérience, même si on peut trouver que, voilà, rassembler des joueurs, ce n'est pas forcément faire une grande équipe. Mais Salitas a réussi là où presque tout le monde a échoué au Burkina. À faire ce dosage entre anciens expérimentés et jeunes issus donc du centre de formation, sûrement. Non, je pense que Salitas, c'est vraiment un club magique, c'est vraiment un club extraordinaire. Figurez-vous que les jeunes formés à Salitas ont déjà quasiment tous filé en Europe. Que ce soit les Bandits, les Abou, tous, ils ont filé en Europe, ils ont signé en première division. C'est encore historique parce que c'est la première fois qu'un club burkinabé parvient à faire signer autant de joueurs en une saison dans des clubs de première division en Europe. C'est exceptionnel. Mais là, c'est des joueurs expérimentés. C'est un groupe qu'ils ont bâti en ayant à l'idée d'aller loin, très loin en campagne africaine. Ils n'ont pas recruté au hasard. Ils ont ciblé poste par poste ce qui manquait la saison dernière. Ils ont complété. Et cette année, on voit que c'est une très belle équipe. Très belle équipe. C'est vrai qu'en pareille circonstance, c'est difficile de réussir cette harmonie avec des joueurs qui viennent d'un peu partout. Mais là, ça marche bien, visiblement. Oui, ça marche bien et le mérite est à mettre aux deux coachs. Ladji Coulibaly, le coach principal, et Ambas Ouedraogo. Ils ont connu un début de saison en championnat assez poussif, mais maintenant, c'est vrai qu'ils sont deuxièmes, mais ils ont un match en moins et ils ont, on va dire, les mêmes nombres de points que l'Asfa Yenega qui est le leader. Ça veut tout dire l'équipe. Il faudra, en tout cas, cette saison, aussi bien sur la scène africaine que nationale, compter avec Salitas. Vous parlez justement du staff. On va écouter donc le staff de Salitas FC. C'est vraiment une grande satisfaction. Je dois dire que je suis vraiment heureux pour le football burkinabé. Parce que c'est quand même l'une des rares fois qu'une équipe quand même arrive à ce niveau. Et nous devons travailler encore beaucoup plus pour pouvoir rentrer dans les matchs de foot. J'ai beaucoup tremblé. Je crois que c'est ça aussi le football. Et c'est ça aussi qui fait la sensation du football. Oui, c'est très dépassé. Vraiment très content. Vraiment, les enfants, vraiment, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot ce soir. Vraiment, ils ont fait l'essentiel en Égypte. Donc ce soir, vraiment, on était bien positionnés. Vraiment, la tête
tactiquement, on était fort ce soir. Les enfants, vraiment, on était cochés au milieu, vraiment. On a juste fait le resserrement, vraiment, et puis le laisser jouer. On n'a pas eu peur, on a bien travaillé. Depuis la semaine passée, vraiment, le système, vraiment, c'était propre, vraiment. On est très satisfait. Voilà, William, c'est là une unité de mesure de la qualité de notre championnat. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, le championnat de façon globale a fait un bon qualitatif? Non, je ne dirais pas jusqu'à dire un bon. Vous savez qu'il y a une façon spécifique de jouer au Burkina. Dans le milieu, on parle du face-au-foot. Les équipes du Burkina, ce n'est pas des équipes qui vont tout de go se mettre à vous attaquer. Non, même dans le championnat, ce n'est pas comme ça. La plupart du temps, c'est un bloc médian assez compact et on procède par contre. C'est une façon de jouer qui perturbe les autres et qui perturbe beaucoup d'équipes, je dirais, un peu quand même du Nord où on joue beaucoup plus à la baballe. Mais il faut mettre aussi un bémol dans cette qualification parce que Salitas a joué face à El Masri, une équipe totalement démobilisée. Les joueurs cadres sont partis parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Aristide Bansey y était. On a tous suivi l'épisode des incidents qui s'est passé. Donc c'est une équipe, à mon avis, qui a joué avec beaucoup de jeunes, qui n'est pas, à mon avis, au meilleur niveau qu'on aurait souhaité avoir El Masri. Après, ils peuvent se remettre à un bon niveau, ça c'est fini, c'est plus un problème. On a eu ce qu'on voulait. Non, toutes les équipes burkinabées ne peuvent pas faire cette performance. Il ne faut pas se leurrer. Mais Salitas, n'empêche, aura toujours des difficultés dans le championnat. On le dit couramment, on se connaît, on sait tous comment chacun joue, mais dehors, c'est une méthode qui peut bien marcher. Qui peut bien marcher. Alors, encore une étape à franchir avant la phase des poules. Ah oui, c'est là que ça devient difficile. Il y a le dernier tour, ce tour qu'on appelle le fameux tour de recadrage. L'Étoile filante y avait échoué en 2007. Le RCK y a échoué en 2017 lorsqu'il avait été réversé en Coupe de la Confédération. Mais Salitas a l'occasion. Alors, quand on regarde le tableau des équipes recalées au dernier tour de la Ligue des Champions, il n'y a pas d'équipe maghrébine pour le moment. Donc, on peut dire, on n'ira pas là-bas. On va essayer peut-être dans les jours à venir de voir les adversaires potentiels de Salitas, mais je ne serais pas étonné que Salitas passe ce cap et dispute pour la première fois cette phase de poule, cette lucrative phase de poule, parce que c'est beaucoup d'argent. Ça rapporte gros, hein? Ah, ça rapporte énormément. En Ligue des Champions, lorsque vous accédez à tel niveau de la compétition, ça fait 300 millions. Je sais que lorsque cette compétition a été créée en 1997, un point rapportait 15 000 $. Je ne sais pas aujourd'hui à combien ça est, mais c'est sûr que ça doit dépasser largement ces 15 000 $. Ben, on va tous souhaiter que Salitas y aille et que cette manne-là serve justement à développer ce club. Ça va faire l'affaire du football burkinabé. Merci, William. Merci, Aubin. La suite de cette info, et nous parlons à présent du budget de l'État. 88 voix pour, 38 contre. Le budget de l'État exercice 2019 a été adopté cette semaine par l'Assemblée nationale. 2213 milliards de francs CFA sont à mobiliser. La sécurité et la défense font un bond substantiel. Plus de 2213 milliards de francs CFA, c'est le budget exercice 2019 de l'État burkinabé. Jugé non sincère par les députés de l'opposition qui ont voté par 38 voix contre le projet de loi de finances soumis à leur amendement, il a quand même été adopté par la majorité parlementaire avec 88 voix pour. Le gouvernement a donc son principal outil pour mener sa politique de développement. Mais tout comme ces dernières années, la plus grosse part du budget 2019 sera consacrée aux dépenses courantes. La prédominance des dépenses courantes dans le budget 2019 s'explique essentiellement par l'évolution des dépenses de personnel. Ces dépenses sont passées de 334,36 milliards de francs CFA en 2013 à 700 milliards en 2018 et 835 milliards en 2019. Donc c'est une détérioration au niveau de cet indicateur. L'une des principales conséquences de la prédominance des dépenses dans l'exercice du budget 2019 sera la réduction des parts consacrées aux investissements. Les dépenses d'investissement se chiffrent au niveau du budget 2019 à 628,057 milliards contre 790,555 milliards en 2018. C'est une baisse très claire des investissements entre 2018 et 2019. Le budget 2019 a revu cependant à la hausse les allocations consacrées au secteur dit prioritaire. Le budget de la défense passe de 169 milliards 936 millions 320 000 francs CFA en 2018 à 209 milliards 726 millions 310 000 francs CFA en 2019. Il en est de même pour le département de la sécurité qui voit son budget de 2019 s'accroître de 38,99% par rapport à 2018.
Le secteur de l'éducation bénéficiera de 33,7% des dotations budgétaires en 2019, contre 27,19% en 2018. Le budget du secteur de la santé va évoluer de 11,69% en 2018 à 13,65% en 2019. La principale source d'alimentation du budget 2019 sera la mobilisation des recettes internes. Et pour cela, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement compte poursuivre les différentes réformes engagées, l'élargissement de l'assiette fiscale et la hausse de la pression fiscale qui s'établira à 20,22%. En 2019, nous allons payer plus d'impôts parce qu'avant, on ne payait pas. Voilà, donc ce n'est pas dit que c'est que les gens payaient bien et que maintenant, on paye plus. On devait payer des choses qu'on ne payait pas. Maintenant, on dit, maintenant, en 2019, il faut qu'on paye. Donc, voilà, c'est surtout ça. C'est ça qui fait que quand on ne paye jamais, l'heure vient de payer, on dit qu'on paye beaucoup, mais vous ne payez rien par le passé. Par rapport au respect des normes communautaires, le budget 2019 se montre conforme sur le plan strict du respect du déficit global du budget par rapport au PIB, mais reste encore loin sur le plan du respect de la norme amélioration ratio masse salariale sur recette fiscale. Notre analyse, Siaka Koulibaly est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous l'avez entendu, la ministre de l'économie, Roselyne Koulibaly, elle l'a dit, c'est un budget pro-pauvre. On l'a toujours reproché au gouvernement, mais là, c'est les secteurs sociaux qui, en tout cas, gagnent beaucoup pour ce budget. On a vu l'éducation, mais surtout le secteur de la sécurité et de la défense. On estime que la priorité est à ce niveau. Et là, on voit qu'il y a eu un bond quand même dans les allocations. Effectivement, ce qui était reproché essentiellement au gouvernement burkinabé concernant les questions de sécurité et de défense, c'était que l'allocation budgétaire était assez faible, et ce qui expliquait quelque part que les forces de défense et celles de sécurité n'étaient pas assez efficaces contre le terrorisme en comparaison des autres pays qui sont concernés également par le même phénomène du terrorisme. Et là, le gouvernement fait un effort en faisant des prévisions budgétaires à ce niveau qui sont bien révalorisées. Cependant, il faut expliquer qu'un budget, c'est juste des prévisions et qu'il faut encore trouver de l'argent pour satisfaire ces prévisions-là. Et là, ce côté mobilisation, donc on a entendu également Madame le ministre dire que c'est parce que par le passé, les contribuables ne faisaient pas les efforts qu'il fallait et qu'on va mettre la pression pour que cette fois-ci, les impôts qui sont dus seront effectivement payés. Et là, ça amène à penser à ce conflit qu'il y a dans son département avec ses agents qui sont le bras armé du trésor public en matière de recouvrement. On va justement vous parler de ces nouvelles taxes qui vont venir, la loi de finances 2019 qui prévoit donc de nouvelles taxes et le rehaussement des anciennes, alors que la polémique sur le prélèvement obligatoire de la taxe de résidence ne s'est pas encore estompée. Le gouvernement annonce la taxe sur les véhicules à moteur et le rétablissement du régime commun pour le secteur de la boisson. Suivons. 859 milliards de francs CFA à mobiliser par la Direction générale des impôts en 2019. C'est ce qu'indiquent les prévisions du projet de loi de finances 2019. Une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA est attendue par rapport à la loi de finances rectificative de 2018. C'est presque la mer à boire pour Adama Badolo et son équipe qui doivent multiplier les stratégies. Et la principale solution que semble leur indiquer le gouvernement, c'est bien l'élargissement de l'assiette fiscale. De nouveaux impôts et des rehaussements de tarifs de certaines taxes vont entrer en vigueur à partir de janvier 2019 si la représentation nationale donne son quitus à ce projet de loi soumis à son examen. Parmi ces nouvelles taxes figurent celles portant sur les débits de boissons. Jusqu'à présent, dans notre pays, les bars, les maquis, les buvettes, les boîtes de nuit étaient soumis à un impôt synthétique, à un impôt global forfaitaire, donc qui était prélevé une fois pour toutes à la source au moment où on achète, on va dire, les boissons, soit à l'importation, soit au niveau de la Burkina par exemple. Ce que nous voulons faire, c'est de revenir au régime de droit commun
pour que chacun puisse souscrire cette déclaration et payer l'impôt avec. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui ne vend qu'exclusivement des boissons. Généralement, les gens vendent des boissons, mais ils organisent parfois des spectacles, ils font de la restauration à côté, certains sont dans le transport en plus. Donc il est bon qu'on maîtrise toutes les activités, parce que le secteur de vente de boissons n'est qu'une partie de leurs activités. 2019 pourra également voir le retour de la taxe sur les engins à 4 roues. Cette taxe, dit-on, devra contribuer à alimenter le budget des collectivités territoriales. Il est payé une seule fois dans l'année, en début d'année. Et c'est une taxe qui profite au budget des communes. Les montants, les quantités sont étudiées. Donc ça varie entre, on va dire, 2000 en fonction aussi de la taille des véhicules. Donc de 2000 à 10 000, je crois, pour que ce soit supportable. Ne seront pas concernés par cette taxe les tricycles et les engins à 2 roues, quelle que soit leur cylindrée. L'application de ces nouvelles mesures fiscales devra générer plus de 12 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2019. Mais quel sera le regard du contribuable qui devra supporter davantage le poids de la pression fiscale? Au Burkina, ce n'est pas l'imposition qui pose problème, c'est la redistribution. Parce que ceux qui contribuent n'ont pas l'impression que l'on s'occupe très bien d'eux, qu'ils reçoivent à juste titre la valeur de leur contribution. Et deuxième situation, c'est l'équité dans l'imposition. On a l'impression que c'est une catégorie de personnes qui payent les impôts et l'autre catégorie ne paye pas. Donc, le problème ne se pose pas en termes de on m'a imposé, mais comment je puisse bénéficier plus tard de cette imposition. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dénonce comme malversation, mauvaise gestion, c'est peut-être à ce niveau que peut se retrouver la frustration des citoyens. L'économiste du Faso, dans sa parution de cette semaine, note que d'autres mesures fiscales comme le rehaussement des tarifs de la taxe sur les armes, le prélèvement sur les billets d'avion, le rehaussement des taxes sur les produits de parfumerie et cosmétiques, sur le café, le thé et les boissons non alcoolisées sont envisagées dans le projet de loi de finances 2019. De nouvelles taxes qui ne seront appliquées que si et seulement si les représentants du peuple donnent leur feu vert dans les jours à venir. Voilà, Chaka Koulibaly, de nouvelles taxes, quelques 12 milliards de plus pour les caisses de l'État. L'État se donne les moyens justement de mobiliser les ressources. Il est prévu dans le programme présidentiel justement l'élargissement de l'assiette fiscale. On voit que ça, c'est là la conséquence qu'il a. Oui. Sur le plan théorique, je crois que les choses se tiennent. Effectivement, le budget, il s'explique, il tient debout parce que l'augmentation du budget, enfin, le montant que le budget présente, le gouvernement veut montrer comment ils vont réunir cet argent-là. Donc, il faut voir maintenant dans la réalité, est-ce que, comme le dit le journaliste de l'Économiste, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le contexte est favorable à un recouvrement maximal, de sorte que, effectivement, ce qui est prévu sera engrangé dans les caisses du Trésor public? C'est plutôt à ce niveau que se trouve le problème, au-delà donc de l'exercice théorique qui consiste à élaborer un budget, à créer de nouvelles taxes. Les taxes, comme on le sait, posent le problème donc, de leur réception par les contribuables, qui, en tenant compte du contexte où on parle donc de gestion pas très catholique dans certains départements ministériels, ou de traitement de certains ministres, pourrait donc jouer sur la facilité que les contribuables auraient à payer leurs impôts. Et ici, il faut également avoir à l'esprit que les budgets qui sont élaborés depuis un certain temps devraient tenir compte donc le cadre général que le gouvernement lui-même s'est donné, à savoir le PNDS qui est considéré comme un cadre social. Donc c'est tout à fait normal que les dépenses du budget soient orientées vers du social. Les secteurs comme l'éducation ont pris un rehaussement. Mais on sait également que depuis quelques années, le gouvernement avait déjà admis
qu'il fallait aussi mettre l'accent sur les investissements productifs afin de générer de l'argent. Parce que là, il y a baisse de l'investissement. Voilà. Il faut générer de l'argent au plan national pour pouvoir supporter l'essentiel des dépenses de souveraineté de l'État et ne pas compter sur l'extérieur pour pouvoir assurer un certain nombre de dépenses qui seraient honteuses à soumettre. Là, ça reste là un budget de fonctionnement, c'est une réalité. On est essentiellement dans un budget de L'investissement prend encore le coup, comme l'année dernière où à la fin il y a eu cette régulation qui a fait que réduit. 300 millions ont été coupés sur l'investissement. Oui, il faut dire aussi que du point de vue des normes UEMOA, ils l'ont reconnu, le budget n'est pas aux normes. Et nous dépassons largement le quota qui doit être réservé au salaire des fonctionnaires par rapport au produit intérieur brut. Donc à ce niveau, il est assez difficile de faire donc, la construction des dépenses de traitement des agents publics liées donc au contexte national. Et c'est ce contexte national, à mon avis, qui va déterminer la viabilité de ces budgets-là. Est-ce que dans un contexte où les revenus des ménages ont chuté, est-ce qu'ils seront en mesure de soutenir les nouvelles taxes qui vont venir, notamment les taxes sur les véhicules? Est-ce que finalement, il n'y a pas un paradoxe parce qu'on dit que c'est un budget pro-pauvre, mais en même temps, il y a de nouvelles taxes qui arrivent? Voilà. Ou alors, ce ne sont pas les pauvres qui vont supporter ces taxes? Si. C'est même une sorte de contresens parce que, de toute façon, les pauvres seront contraints à ne pas consommer à cause donc des taxes qui vont venir. Si on prend le secteur spécifique de la boisson, dont a parlé le directeur général de l'impôt, si on augmente à ce niveau, la première mesure que les ménages prennent, c'est de réduire leur consommation à ce niveau. Donc, augmentation de leur capacité à couvrir les besoins d'alimentation et autres. Donc, concrètement, l'augmentation des taxes dans certains domaines entraîne donc la réduction de la consommation. Donc, augmente donc la difficulté des ménages à se prendre en charge du point de vue alimentaire. Et à ce niveau-là, on ne respecte pas l'orientation pro-pauvre qui est dédiée à ces nouveaux budgets-là. En tout cas, on attendra de voir. Le gros défi, ça sera justement la mobilisation de ces ressources. Une chose, j'ai d'élaborer le budget, mais il faut effectivement mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre. C'est un peu comme le cas du PNDS avec ses 18 000 milliards d'intentions de financement. On verra justement. Le vote de ce projet de loi de finances, on peut l'imaginer, qui a retenu particulièrement l'attention des fonctionnaires, car ils devaient statuer sur la question des fonds de motivation, les fonds communs. Le gouvernement a opté pour leur plafonnement, 25% de la masse salariale de tous les agents bénéficiaires, pas plus. Les primes de motivation ou fonds communs, c'est certainement le point du projet de loi de finances 2019 qui a le plus capté l'attention du contribuable burkinabé, et même au sein du Parlement. Inscrite aux articles 92, 93 et 94 du projet de loi de finances, la question de ce fonds a visiblement eu du mal à faire l'unanimité, puisque c'est à l'entame même de la plénière que le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Économie, a formulé de nouveaux amendements. L'adoption de la loi de finances 2019 consacre une base légale à l'octroi des fonds communs, mais surtout leur plafonnement. Il est aussi décidé que les crédits destinés au paiement de la prime de motivation sont constitués, entre autres, des montants des transactions, amendes, confiscations et sanctions de toute nature. Il ne faut pas non plus, dans le souci d'amener un meilleur recouvrement, qu'on ait des effets pervers. Vous avez un agent chargé de recouvrement, par exemple, les droits, les taxes de jouissance. Vers la fin de l'année, ce bonhomme, si les gens regardent le niveau des recouvrements qu'ils voient, ce n'est pas satisfait, ils peuvent se donner un mot d'ordre. Au lieu d'enregistrer dans les recettes, ils vont les enregistrer dans les amendes ou dans les pénalités. Et vous pourrez faire quoi? Rien. Donc, il faut qu'on évite ces effets pervers, donc en essayant de limiter aussi le montant qui serait à partager.
Selon l'alinéa 2 de l'article 93 de la loi des finances 2019, les montants alloués sont limités au titre d'une année à 25% de la masse salariale de tous les agents bénéficiaires au titre de l'année de référence. Toutefois, le président de la Commission des finances et du budget précise que la prise de cette mesure s'est faite en tenant compte d'un certain nombre de situations. Mais une chose est d'éviter aussi, j'allais dire, de mettre les agents dans des problèmes. Parce qu'ils avaient des fonds communs d'un certain niveau. Ils se sont endettés. Et ils se sont endettés parce que le ministre, les ministres chargés dans ces ministères ont autorisé l'endettement sur la base des fonds communs. Donc tout le monde est responsable. Alors donc c'est pour ça que l'Assemblée a demandé au gouvernement de prendre des mesures d'accompagnement pour justement atténuer les effets donc, de cette nouvelle disposition. Une solution légale vient peut-être d'être trouvée à cette question de fonds communs qui a divisé l'opinion publique. Mais sera-t-elle approuvée par les principaux concernés qui ont suivi avec beaucoup d'attention la plénière de ce 18 décembre? Les premiers concernés, donc, ces travailleurs du ministère de l'Économie et des Finances qui doivent mobiliser ces 2213 milliards pour le budget 2019, mais là qui se voit un peu mis en difficulté par rapport à cette question du fonds commun. Alors, est-ce que c'est une situation qui pourrait constituer un risque par rapport à la mobilisation des recettes? C'est toute la question. Oui, personnellement, je considère que c'est une erreur de toucher à ces fonds communs. C'est vrai que c'est une position qui n'est pas très comprise par le commun des gens qui ne rentrent pas effectivement en profondeur de ces questions-là. Ce sont des primes de motivation pour le recouvrement. Dans tout système de recouvrement, il y a une motivation qu'on fait à l'agent qui fait le recouvrement. Si M. Ben Guébré me doit 10 millions, je trouve quelqu'un, je dis, bon, si vous arrivez à me ramener mes 10 millions, je vous donne 2 millions. Il ne s'agit pas d'un salaire, il s'agit d'un arrangement sur une opération, d'une prestation. Donc, effectivement, le montant donné... L'ampleur, justement, qui... Voilà, le montant donné brut choque, parce que par rapport au traitement classique des agents de la fonction publique et même des agents du ministère, ça semble faramineux de donner ces montants-là aux gens. Mais le risque qu'il y a à plafonner les fonds communs, ça va être la chute globale des recettes. Ça veut dire que ceux-mêmes qui veulent voir une égalisation des traitements de tous les agents de la fonction publique courent le risque de ne même pas avoir de salaire, effectivement, parce que les recouvrements sont ce qui permet de payer les salaires. Parce que les fonctionnaires du ministère de l'Éducation ne vont pas au recouvrement. Eux, ils vont au travail pour enseigner les enfants et ils attendent les salaires à la fin du mois. C'est ceux des finances qui vont faire le recouvrement, qui sert à payer ceux de l'éducation nationale. Donc, il faut bien réfléchir à ces questions et éviter de passionner ces débats et de les regarder sur le plan purement technique. D'ailleurs, je crois que la décision est déjà prise puisque le gouvernement, depuis déjà toute l'année 2018, a donné son orientation là-dessus. Il veut voir supprimer le fonds commun. Finalement, ils ont opté de faire le plafonnement. Nous verrons dans le futur qu'est-ce que cela va donner comme conséquence sur le niveau de recouvrement général des recettes à un moment où ils sont en train de créer de nouvelles taxes. Une fois que vous avez créé les nouvelles taxes, il faut des agents pour aller recouvrir ces taxes-là. Si on prend le cas des ministères des Finances, on trouve peut-être que les fonds communs sont très élevés, mais le même principe existe pour les policiers qui vont également courir derrière les usagers de la route pour vérifier qu'ils sont aux normes administratives pour pouvoir circuler avec l'assurance, la visite technique, etc. C'est le même principe. Il y a aussi des ristournes ou des commissions qui sont versées à ces agents-là. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir une vue générale et aussi se situer dans la perspective de vouloir se développer, de vouloir faire un recouvrement des 67% de fonds propres nationaux qui est le principe du PNDS.
Mais le débat n'est même pas encore épuisé, puisque là, l'opposition souhaitait que ce soit une loi, mais on a plutôt opté pour le faire dans le cadre donc, de la loi de finances. Ça veut dire qu'on va gérer pour 2019, voilà, mais après, il doit falloir repenser la question. Oui. C'est là toute l'interrogation. On attend toujours de voir. Le problème n'est pas encore tout à fait réglé. La principale revendication des agents de l'économie et des finances, je pense, c'était de faire une loi sur les fonds communs. Et eux, ils pensaient même sécuriser ce qu'ils touchaient déjà. Maintenant, non seulement ils n'ont pas la loi, mais il y a un plafonnement et il s'agit maintenant d'un traitement annuel. Mais c'est vrai que le gouvernement prévoit des mesures d'accompagnement justement dans ce sens pour ceux qui ont des prêts justement. Oui, pour les prêts, c'est possible de trouver des arrangements. Peut-être qu'ils vont négocier avec les institutions bancaires pour allonger les délais de paiement des traites des agents. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment de nature à créer la motivation qu'on a recherchée avec la création et l'aménagement des fonds communs. Mais ceci dit, ce sont des mesures de politique économique qui donnent leurs conséquences dans le temps. On verra bien d'ici mars 2019 au moins qu'est-ce que cette loi actuelle-là va générer comme conséquence du point de vue du recouvrement des recettes de l'État et du point de vue de la capacité de l'État à assurer ce budget qu'il vient de faire soumettre au Parlement. En tout cas, ça grogne déjà au sein des organisations syndicales des finances. On attendra de voir dans les premières semaines du mois de janvier. Pas d'accord entre le gouvernement et les syndicats après leur négociation autour de la vie chère. Aucun des 7 points inscrits sur la plateforme revendicative de la CCVC, la coalition contre la vie chère, n'a trouvé satisfaction. Le gouvernement refuse surtout de revenir sur les anciennes tarifications du carburant. Et pourtant, le gouvernement qui parle même de rencontres fructueuses. De discussion, nous sortons au niveau de la CCVC insatisfaits de cette rencontre. Donc je me satisfais de la rencontre. Il est clair que le contraste, 2 appréciations différentes au terme d'une réunion qui aura duré près de 8 heures d'horloge. Le verre à moitié plein pour le gouvernement. La coalition a fait des propositions, le gouvernement a apporté des réponses, mais nous avons accepté de prendre en compte un certain nombre de points qui ont été soulignés par la coalition, notamment sur les questions des audits de la SONABI et de la SONABEL, afin justement de parfaire les éléments. Et visiblement totalement vide pour la coalition nationale de lutte contre la vie chère. Et nous prenons acte de ce que le gouvernement n'accède pas au premier point, au point principal de la revendication de la CCVC, qui est le retour des prix des hydrocarbures. Le point d'achoppement, le voici. Le retour au prix du carburant d'avant l'augmentation du 8 novembre dernier et surtout le changement du mécanisme même de la fixation de ces prix. Et c'est presque le dialogue de sourds. Nous estimons que les arguments que nous avons avancés, notamment sur la révision de la structure des prix, ont été des arguments imparables et que le gouvernement n'a pas pris en compte. Et nous estimons que de ce point de vue-là, il va falloir que peut-être le gouvernement revoie sa copie. Il est vrai que sur la question de l'augmentation des prix du carburant, nous avons un nouveau type de régulation qui est mise en place qui doit permettre normalement, si la tendance baissière se confirme, d'ici fin janvier, avoir une évaluation. Mais il est clair que nous sommes dans ce cadre-là soumis à l'évolution des marchés. Les 2 points de la négociation sur lesquels les 2 parties vont finalement tomber d'accord, c'est l'audit de la SONABI et de la SONABEL demandé par la CCVC. Parmi les 7 points au cœur de la négociation figure également l'audit du secteur minier et le recouvrement des créances dues à l'État par les dignitaires de l'ancien régime. Les négociations sont terminées. Pour la CCVC, l'heure est à la consultation de la base. Une question se pose, va-t-elle imiter les gilets jaunes du côté de la France? Voilà, Zaka Coulibaly, on le voit, 2019 s'annonce en tout cas comme une année très chaude. Il y a ce bras de fer qui est déjà ouvert entre les syndicats du Minefid et la ministre Roselyne Coulibaly à propos de cette affaire de fonds communs. Mais il y a aussi justement ce bras de fer engagé entre la CCVC et le gouvernement à propos donc, de la hausse du prix du carburant. Tout à fait. Et ici, donc, on constate que la CCVC a mené une démarche en tentant de rester dans le cadre républicain, à savoir soumettre des doléances au gouvernement sur un certain nombre de points.
et s'estime insatisfait sur la principale revendication, à savoir la régression des prix du carburant, ce qui n'a pas été accepté par le gouvernement. Donc, le point sur lequel ils ont trouvé le terrain, ce sont les audits, qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément des trouvailles, parce que les audits sont de toute façon des instruments de gestion économique. Ces entreprises-là auraient déjà dû être auditées de toute façon, donc ce n'est pas forcément un effort supplémentaire que le gouvernement consent à ce niveau-là. Pour ce qui est de la vie chère et de la question donc, du carburant, des conséquences de cette augmentation sur les prix des denrées de première nécessité et en général d'ailleurs, c'est que pour le moment, le gouvernement n'entend pas faire marche arrière, donc le niveau d'inflation va rester constant et avec plus de difficultés pour les travailleurs et les ménages en termes d'acquisition des biens de première nécessité. Et il faut s'attendre donc, comme l'a dit donc les gens de la CCVC, qui disent aller consulter la base, que des possibles actions peuvent arriver. Et quand on voit qu'il y a plusieurs domaines comme ça qui sont en train de s'ouvrir, des domaines de conflits sociaux potentiels, comme celui donc, du ministère de l'économie et des finances, celui également de l'éducation, parce qu'on a senti ces dernières semaines... Tout à fait. Là aussi, ça bloque par rapport à la mise en œuvre du protocole, d'accord. Voilà. Donc, il faut s'attendre à début 2019 à un réarmement donc, du front social qui va encore miner les efforts de l'économie nationale et la croissance. Parce que tant qu'il y a ces mouvements sociaux, il est très difficile donc d'accumuler de la croissance. Et le gouvernement, à mon avis, doit avoir une réflexion, comme on l'a déjà dit début 2018, avoir une réflexion globale, une politique économique générale sur toutes ces questions-là, afin d'éviter que par-ci, par-là, ne se soulèvent des questions spécifiques qui viennent miner l'ensemble donc de l'évolution de l'économie nationale. Avec une nouvelle démarche aussi par rapport au dialogue social, parce que là, ça ne fonctionne pas. C'est de ce que je veux parler. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision générale qui permette d'avoir des réponses à toutes ces questions en même temps, de sorte qu'ils ne soient pas à tout temps en train de répondre à des revendications spécifiques qui ne finiront jamais et qui feront que l'économie sera tout le temps en train de tout sauter, parce qu'elle ne peut pas se comporter de façon linéaire. Et quand une économie rentre dans cette zone de turbulence-là, très souvent, elle atteint des phases très critiques où le solde primaire peut être déficitaire, ce qui est très grave dans un pays. Et quand on voit les taxes qui sont annoncées, on peut penser qu'effectivement, il y a un problème avec ces soldes primaires-là, qui est le solde de souveraineté de chaque pays, où les autres États ne veulent pas assister. Le FMI ne veut pas assister, la Banque mondiale n'assiste pas. C'est celui où on doit payer les salaires, on doit payer les services de la dette. Et quand c'est ce niveau-là, il y a un problème, il faut que vous fassiez vous-même des efforts, et c'est ce que le gouvernement tente de faire en créant des nouvelles taxes. Mais s'il ne résout pas la question du dialogue social proprement, afin de s'assurer de la tranquillité de ce côté-là, c'est sûr que les provisions qu'ils sont en train de faire, que le gouvernement est en train de se faire, risquent de ne pas aboutir. Et on risque d'avoir un blocage, en tout cas au plus tard mi-2019, en ce qui concerne donc la capacité de l'économie à assumer ses fonctions, qui sont d'assurer le fonctionnement des agrégats, les entreprises, et puis les revenus des ménages également. Là, le gouvernement se trouve entre deux feux. Il y a les partenaires sociaux, mais il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui estiment qu'il faut encore poursuivre la dynamique des réformes, parce que ce n'est pas encore suffisant. Oui. Les partenaires techniques et financiers restent dans le cadre donc, de l'orthodoxie de la gestion financière. Et ils connaissent un certain nombre de normes qu'il faut appliquer dans un État. Ils exigent que le gouvernement burkinabé, s'il veut rester dans le partenariat, applique ces normes-là. Donc, eux, ils ne rentrent pas dans les difficultés que le gouvernement a à gérer, par exemple, son personnel. Les questions d'augmentation de la loi 81, etc., les partenaires estiment ne pas arriver à ce niveau-là. Et c'est là où cela en appelle à la capacité de leadership du gouvernement d'expliquer aux travailleurs
aux partenaires sociaux que le pays se trouve dans une situation particulière. Il faut arriver à un accord qui permette de mettre bas un certain nombre de revendications afin d'atteindre certains objectifs économiques. Et c'est là où, depuis 2017, on a constaté que le gouvernement n'arrive pas tellement à assurer ce dialogue social-là, de sorte que, par-ci, par-là, par secteur, il y a eu beaucoup de difficultés. En 2017, il y a eu 233 jours de grève, ce qui est extrêmement important et très important pour un pays. Et 2018, on peut penser qu'il y a eu relativement une baisse de ces chiffres. Mais 2019, si les réponses adéquates ne sont pas apportées à la façon dont les questions sociales sont traitées, je crains qu'on en arrive encore à la situation de 2017. En tout cas, ça promet une année chaude en 2019 avec tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Oui. Et là, il faudra compter sur la capacité du gouvernement à dialoguer et à tenir tête à toutes ces entités, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux. Le procès du putsch manqué à présent est l'entrée en matière de Djibril Bassolé. Il plaide non coupable, accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, trahison, meurtre, coups et blessures volontaires. Le général dit ne pas reconnaître les faits. Sa défense demande un sursis. Elle souhaite avoir, avant toute chose, l'examen de sa plainte sur instruction en faux. Le rapport d'expertise des écoutes téléphoniques est en cause. Après 3 semaines d'audition d'un des présumés cerveaux du putsch manqué de septembre 2015, le général Gilbert Diendéré, voici venu le tour d'un autre général également considéré comme une des têtes pensantes de ce coup d'État, le général Djibril Bassolé. Djibril Bassolé qui a plaidé non coupable dès le début des faits qui lui ont été notifiés. Le général Djibril Bassolé, à 61 ans, marié, père de 5 enfants, jamais condamné et grand officier des ordres nationaux au Burkinabé. Le général Djibril Bassolé est accusé d'avoir accompagné et aidé financièrement le général Gilbert Diendéré et Jean-Florent Nion lors des arrestations des autorités de la transition, d'être responsable de la mort de 13 personnes, responsable de coups et blessures volontaires sur 42 personnes, d'avoir pris des armes contre l'État, avoir entretenu des relations très étroites avec une puissance étrangère, avec des forces extérieures et de collision, avoir essayé d'exfiltrer l'ex-RSP réfugié au camp Navakom 2 afin de consolider l'atteinte à la sûreté de l'État. Tous ces faits sont hautement punis par la loi. C'est ce qui a été signifié à l'accusé qui a plaidé non coupable, je le signale. Mais après ces faits qui lui ont été signifiés, la défense est montée au créneau pour demander au président du tribunal d'examiner une requête à lui soumise. Cette requête fait cas du rapport d'expertise et on demande la nullité de ce rapport d'expertise parce qu'entaché d'irrégularité, en effet, la défense a porté plainte pour faux concernant ce rapport d'expertise du professeur Herman Kunzen et normalement, la défense demande qu'il soit sursis à statuer. Le parquet estime que ce n'est pas à ce niveau des débats qu'il faut soulever des questions de forme parce qu'on est en plein dans les questions de fond. Faux retorque la défense qui clame son innocence dans cette affaire. Pour elle, depuis le début, le dossier est truffé de fautes, de manipulations, de modifications, de falsifications, toutes choses qui entachent la régularité de la procédure. Il faut le dire, le général Djibril Bassolé lui-même, lasse de voir la tournure des débats, a souhaité être entendu au cours de cette audience, mais le président du tribunal a dit la procédure est enclenchée. Il fallait bien écouter toutes les parties. En résumé, du matin jusqu'au soir, on a avancé d'un iota dans le dossier en ce qui concerne le fond. On a assisté qu'à des attaques entre la défense, le parquet et la partie civile. Le général Bassolé qui veut aller très vite, il veut parler, mais déjà sa défense soulève cette question, ce rapport d'expertise des écoutes téléphoniques. Et c'est là la pièce essentielle dans le cas de son dossier. Oui, exactement. Donc, comme on s'y attendait concernant le cas du général Djibril Bassolé, le dossier aurait pu être très simple parce que de tout ce qu'on a entendu jusque-là, on n'a pas vu lors des auditions des autres co-accusés évocation donc de l'implication du général Djibril Bassolé dans aucune des parties. Donc, personne ne l'a accusé. Personne ne l'a évoqué même comme ayant pris part à telle ou telle partie donc, des événements de septembre 2015.
Et en plus de cela, le général Gilbert Diendéré, qui est considéré comme le principal accusé du procès, avait déjà annoncé en septembre, même le 29 septembre, que le général Djibril Bassolé ne faisait pas partie du coup. Et il a réitéré à la barre également quand il est passé en audition. Ceci dit, l'opinion retient effectivement cette écoute qui a circulé sur Internet et qu'on a pu écouter, qui met donc en cause le général, supposé mettre en cause le général et une autorité d'un pays extérieur, et qui pourrait porter sur les événements en question. D'abord, en justice, il y a des formes et des procédures qui doivent être respectées, et je pense que c'est ce qui explique que l'ouverture de l'audition du général Djibril Bassolé est achoppée dès l'entame sur cette question donc, de l'audit et de l'écoute, parce que la défense considère que c'est un document qui constitue un faux. Donc il faut d'abord extraire ces faux des pièces du dossier avant donc d'aller vers les autres sur lesquels ils ne contestent peut-être pas, qui sont certainement des rapports d'audition de certaines personnes qui pourraient évoquer la participation du général Djibril Bassolé. Et je crains qu'on risque de durer sur cette question de l'écoute téléphonique parce qu'elle constitue la pièce maîtresse du parquet pour l'accusation et la défense ne va jamais laisser cette pièce en place parce qu'elle considère qu'elle n'a pas de fondement. Et on parle même de falsification, de voilà, faux. Il y a des aspects qui ne sont pas présentables, disent-ils. Donc, ils demandent à ce que cela soit retiré du procès. On va voir à la reprise ce que le président du tribunal va décider, parce que c'est de lui que dépend la décision concernant cette pièce. Et là-dessus, on peut aussi assister à une attitude donc, de la défense du général, qui serait peut-être de refuser de participer au procès. Donc, le général, en ce moment, peut aussi prendre l'option de ne pas continuer si on maintient donc, cette pièce dans le dossier. Mais visiblement, lui semble prêt à parler. Oui, parce que le général a une intervention, je pense, qui est assez courte, qui est d'expliquer qu'il n'a pas pris part aux événements. Donc, pour lui, c'est assez court. C'est pour ça qu'il tient à exprimer cela. Mais la défense sait que si on laisse passer, tout le débat va venir sur cette question des écoutes, qui va entraîner donc des aspects qui ne pourront pas régler, puisque eux, ils ne sont pas d'accord avec la pièce en question. Donc, cette question procédurière devient préalable et on verra comment cela va être traité à la reprise donc, du procès. Est-ce que le président va décider d'enlever la pièce donc, du dossier ou est-ce qu'il va continuer avec ça? Et cela va entraîner donc, une attitude donc, de la défense. On retombe encore dans ces histoires de procédure à l'ouverture justement de ce procès. Justement. Oui. C'était comme ça au début du procès. Il y a eu beaucoup de préalables qui ont été dressés. Je crois qu'on a fait près de 3 mois entre reprise et report là-dessus. Ce qui avait déjà entraîné une sorte de lassitude du public par rapport à ces procès qui étaient très attendus. Et quand on a vu que la préparation du procès, l'instruction, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été conduites selon les normes. Et en plus, avec le passage du général Gilbert Diendéré, qui a expliqué certains événements et démontré que l'accusation avait arrangé cette accusation en fonction d'un certain nombre d'objectifs que lui ne reconnaissait pas, en disant que certaines personnes devaient être dans le box des accusés et qu'elles ne se retrouvaient pas à ce niveau-là. Et cela a encore apporté une sorte de doute sur la sincérité de ce tribunal-là et à pouvoir atteindre les objectifs que nous recherchons. Pour ses partisans et sa défense qui estiment que son dossier il est vide, comprenez qu'au niveau du parquet, si on enlève cette pièce, ça veut dire qu'il ne reste rien. Si on enlève cette pièce, je crains qu'on ne soit obligé d'ouvrir la porte du tribunal pour laisser sortir le général Djibril Bassolé. Donc, c'est sûr que le parquet fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour maintenir la pièce dans son dossier. Et également, la défense fera également tout ce qui est en son pouvoir pour que cette pièce n'y figure pas. Donc, comme on le dit, puisqu'il n'y a pas grand-chose dans le dossier du général Djibril Bassolé, la question, le débat risque de se porter
sur cette écoute téléphonique-là et sa validité judiciaire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On pourrait même avoir une écoute qui pourrait être probante, mais qui peut ne pas être judiciairement utilisable. Parce qu'il y a des normes également pour utiliser ça. La norme, par exemple, c'est qu'une écoute téléphonique doit avoir été commanditée par le juge d'instruction dans le cadre donc, de l'instruction du dossier. Tant que cela n'a pas été commandité, on peut contester sa validité judiciaire. Et c'est ce que la défense du général Djibril Bassolé est en train de faire actuellement. Bon, le public peut ne pas comprendre ces subtilités judiciaires-là, mais le droit est ainsi fait, c'est qu'il faut respecter les normes au strict minimum, parce que si les normes ne sont pas respectées, ce sont les droits de la défense qui ne seront pas respectés également. Donc, étant donné que ces possibilités-là existent pour l'accusé d'organiser sa défense avec cette question, je crains que le général et sa défense n'acceptent qu'on ne maintienne cette pièce-là dans son dossier. Du coup, on pourrait se retrouver avec un nouveau blocage. Il y aura probablement un blocage parce que si le président décide, comme je l'ai dit, c'est à lui que revient le dernier mot. S'il décide à la reprise de maintenir le dossier, ça peut entraîner une attitude donc, de la défense du général qui serait par exemple de ne plus prendre part à l'audition. Il sera assis dans le box des accusés et il n'y participe pas. Donc ça, c'est un autre blocage qui va arriver parce que l'un des objectifs du procès, ce n'est pas seulement d'aboutir à des condamnations, mais c'est surtout d'aboutir à la vérité. Et c'est ce que les gens attendent, c'est ce que les parties civiles attendent. Ceux qui ont perdu des frères ou des parents dans cette affaire du putsch de 2015 veulent entendre comment les choses sont déroulées. Ils risquent de ne pas l'avoir si on n'arrive pas à clarifier cette question des écoutes-là. Et pourtant, ces écoutes ont été authentifiées par cet expert, justement. Oui, ça c'est ce que dit le rapport d'expertise. La défense, ayant reçu la pièce, a procédé à des examens donc, du rapport, non seulement du rapport d'expertise qui a été donné, mais aussi a peut-être dû faire une contre-expertise donc des écoutes pour aboutir à des conclusions différentes, sur la base desquelles elle vient contester le rapport d'expertise. Donc c'est ici une question d'experts. Et dans les cas similaires qu'on a vus, et c'est là où c'est un peu déplorable par rapport à ces procès, c'est que nulle part, jusqu'à présent, on a fait intervenir des experts, on n'a pas fait intervenir des témoins pour contredire tel ou tel accusé. On fait une audition linéaire donc, de l'accusé et il retourne s'asseoir. Les confrontations... Il n'y a pas de confrontation. Il y aura des confrontations par la suite, c'est la deuxième étape. Bon, je pense que cela peut venir par la suite, mais la phase d'interrogation en général appartient à l'instruction. Une fois qu'on arrive au procès, on procède directement non seulement aux auditions, mais aux confrontations et aux contre-expertises directement, de sorte que le procès débouche sur une sorte de vérité. Et s'il faut d'abord écouter les accusés, ce que le tribunal a fait, c'est dans l'espoir, par exemple, que l'accusé accepte tout de suite sa culpabilité, ce qui évite donc en ce moment qu'on envoie des témoins pour démontrer qu'effectivement il a fait ou pas. Et ça, c'est une procédure qui a été utilisée. Et je crains qu'elle ne soit pas tout à fait conforme à ce qu'on connaît généralement donc, des dossiers de ce genre-là. Merci, Siaka Coulibaly. Merci à vous. C'est la fin de cette info. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Agréable soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail. À demain. Bonsoir.